10h04, donc on va pouvoir commencer. Je vous ai préparé une petite présentation très courte, je promets, pour introduire cette table ronde parce que pour nous, elle s'inscrit dans le cadre d'un projet un peu particulier lancé par notre association, le Mouvement Tilt. Parce que les 4 associations présentes aujourd'hui sont 4 associations que nous avons rencontrées dans le cadre d'un tour de France des associations régénératives réalisées par Manon, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui. Donc, je voulais vous recontextualiser un peu le mouvement Tilt et pourquoi est-ce qu'on avait lancé cette démarche et qui étaient nos heureuses associations présentes. Donc, un tout petit bout, parce que ce n'est pas le cœur du sujet, sur le mouvement Tilt. Je vous ai mis à chaque fois des petits QR codes, comme ça, si vous voulez rester en contact, vous pouvez juste les scanner et on pourra répondre à toutes vos questions plus tard. Mais pour information, nous sommes une association née d'une coalition philanthropique qui avait pour objectif d'accélérer la transformation écologique du monde associatif pour répondre justement pour répondre au respect des limites planétaires tout en alliant avec les besoins sociaux pressants. Donc, c'était comment développer une approche systémique du monde associatif. Tout ça est parti notamment aussi d'une enquête de recherche et solidarité qu'on avait lancée en 2024 qui disait que 74% des dirigeants d'associations se sentent concernés par la transition écologique, mais finalement, il y a seulement 14% qui déclaraient avoir un plan d'action structuré. Et ça, on aurait pu le savoir sans l'enquête, mais c'était un manque de moyens, d'expertise, de temps et de financement. Donc, le mouvement Tilt s'est mis dans cette mission d'essayer, grâce à notre coalition philanthropique, d'apporter justement cette expertise de manière accessible, ce temps aussi, et on n'apporte pas de financement, mais on essaie d'apporter un maximum d'outils, de méthodes qu'on développe, et tout est gratuit, ce qui permet de réduire la partie financement nécessaire. Et ça, du coup, aujourd'hui, on le fait, nous, grâce à des parcours collectifs. On aime beaucoup le collectif, donc tout se fait en collectif. On a un parcours Tilt Odyssée, un parcours Tilt Envol, qui sont les mêmes parcours, mais un parcours plus adapté aux plus grosses structures qui durent plus longtemps, et un parcours plus léger en ligne. On a aussi un format qu'on est en train de développer, c'est juste des journées en présentiel dans des villes où on peut sensibiliser et rencontrer pas mal d'associations, et surtout les faire partager leurs outils entre elles et faire de la coopération. Et surtout, accessible dès maintenant, on vous invite à aller sur notre site internet. On a créé une base de ressources qui est publique et gratuite et contributive. Vous pouvez aussi nous apporter vos ressources. Donc, rendez-vous sur notre site internet, dans Monde Associatif, les ressources. Vous allez découvrir la Tiltothèque. Voilà. Donc ça, c'est un peu sur nous. Et du coup, on s'est dit il y a quelques mois qu'on souhaitait aller chercher les Pocheco et Expansiance du monde associatif. Donc, il y a des entreprises qui sont régulièrement citées comme exemples inspirants de l'économie régénérative, mais on cite rarement les associations. Alors que nous, on trouve que les associations sont tout aussi inspirantes, voire plus, et sont régénératives par nature. Donc, on a décidé justement d'aller chercher ces associations qui sont inspirantes, innovantes, régénératives, robustes, quels que soient les termes utilisés. Donc, Manon est partie entre mars et mai en van électrique à la rencontre d'associations de toute taille, de tout secteur, de toute région, pour aller les rencontrer sur place, rencontrer les équipes, poser ses questions et de temps en temps même y passer quelques jours. Voilà quelques exemples des structures rencontrées. Donc, il y a eu plus d'une vingtaine de structures rencontrées. Certaines n'étaient pas forcément des associations. On avait des associations et des acteurs qui accompagnaient justement ces associations et qui sont assez essentiels pour faire vivre justement ce tissu. Donc, tous seront présents dans l'enquête, mais tous n'auront pas une fiche détaillée. Pour vous donner, j'accepte quelqu'un d'autre. Pour vous donner une idée, du coup, bon, l'idée, nous, c'était d'inspirer et de faciliter le passage à l'action en montrant la manière dont des associations ont engagé une transition. Soit elles sont nées vraiment déjà de l'économie régénérative, soit elles ont engagé une transition par rapport à leur modèle initial. On veut aussi mettre en lumière les obstacles et les freins rencontrés. C'est essentiel pour montrer la difficulté aussi de cette transformation par moment et les enseignements tirés ainsi que des pratiques qui peuvent être éventuellement réplicables dans votre structure.
Et tout ça a été réalisé, je la cite parce que c'est hyper important, en collaboration avec Sarah Dubreuil, qui est la fondatrice du cabinet Circulars et qui travaille à définir des chemins plus souhaitables vers l'entrepreneuriat systémique et régénératif. Elle a été investisseur en risque capital avant et intrapreneur, notamment la cofondatrice de la carbon tech Origins.Earth dans le secteur de l'environnement et elle a travaillé du coup au sein de Suez pendant plus de 10 ans. Et elle collabore aussi aujourd'hui avec HEC et le Club de Rome sur les approches systémiques régénératives et avec des incubateurs comme La Ruche. Donc, elle nous aide dans ce rapport et son aide est assez précieuse pour comprendre vraiment l'économie régénérative et la place des associations dans cette économie. Pour vous donner quelques exemples de tout ce Tour de France justement qui se clôture à la fin du mois de mai, il y aura une enquête disponible en ligne. Donc, si vous nous suivez sur les réseaux ou sur notre infolettre, vous verrez forcément passer. Il y aura une fiche détaillée du coup par structure pour vraiment comprendre qui est la structure et des pratiques inspirantes. On va aussi passer toutes les pratiques inspirantes dans la base de données, dans une base de données pour pouvoir aller les chercher plus facilement avec des filtres, des tags, etc. Et après, on est aussi à la recherche et preneur de vos idées pour d'autres formats innovants, des podcasts, des conférences et autres. Et là, on est en train d'essayer de développer un jeu de plateau qui sera disponible dans la Tiltothèque également, que vous pourrez tout simplement imprimer pour le réaliser chez vous et découvrir les pratiques de manière un peu plus fun que de lire un rapport. Voilà. Mais si vous avez d'autres idées de jeux ou formats, on prend. Et du coup, sans plus attendre, je vais vous présenter nos 4 intervenants à qui je passerai la parole rapidement, mais je vais essayer d'être à la hauteur dans la présentation de ce qu'ils font, qui est assez systémique. Et je commence par Mathieu de l'Escalcop. L'Escalcop qui est né en 1996, si je ne me trompe pas. Comme maison des jeunes dans le Nord et puis devenu centre social en régie municipale en 2006. En 2022, après la perte d'un financement par la CAF, car votre offre ne touchait pas un territoire assez grand, vous êtes allé démarcher les maires voisins et avez transformé votre structure en association en 2026. L'Escalcop regroupe aujourd'hui 10 communes rurales situées autour de la ville de Caudry. Donc votre objectif, c'est de lutter contre l'isolement et de créer du lien entre des villages. Concrètement, votre équipe anime la vie locale et accompagne les habitants dans toutes leurs démarches administratives. Est-ce que Mathieu, tu peux nous dire un petit mot sur toi? Oui, bonjour à tous. Donc, je suis chargé de coopération sur l'association Escalcop. Moi, je suis salarié depuis l'origine, même avant, en 2003, quand on a créé la Maison des Jeunes. Et comme l'a dit Alizé, donc nous, on était un centre social donc, qui s'appelait le Centre social d'Escale, uniquement sur la commune de Beauvau en Cambrésis, donc 2000 habitants. Et en 2020, concrètement, la CAF nous a dit, voilà, il faut faire évoluer le territoire d'intervention et évoluer également la gouvernance pour aller vers une gouvernance un peu plus d'habitants. Donc, on a été contacter les communes autour. La spécificité, c'est qu'on a été contacter des communes qui n'étaient pas en demande. Donc, il a fallu être stratégique dans notre façon de faire. Et donc, on a changé l'ensemble de notre modèle associatif, l'ensemble de notre modèle économique pour aujourd'hui être un centre ressources pour les 10 communes du territoire, comme l'a dit Alizé. Merci Mathieu. C'est un bon teaser pour la suite. Et du coup, maintenant, je vais vous présenter Océane, qui représente Le Jardin. Il me semble que c'est le premier centre de santé communautaire et planétaire de France. Est né de la conviction du coup que la santé ne peut être dissociée des enjeux sociaux, environnementaux et du lien collectif. Du coup, Le Jardin développe une approche globale articulée autour des axes suivants: santé communautaire, santé planétaire, questions de genre et santé mentale. Vous accompagnez en priorité des personnes vulnérables et défendez une vision préventive et accessible de la santé. Donc, Océane, est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur toi? Oui, bonjour tout le monde. Merci Alizé pour l'invitation à cette table ronde. Donc moi, je suis Océane, je suis actuellement coordinatrice de la structure, enfin co-coordinatrice et également cofondatrice. Donc Le Jardin, il est installé à Bron, en banlieue lyonnaise, et ça fait depuis 2022 qu'on existe. Et voilà, je détaillerai davantage après. Hâte d'en savoir plus. Jean-Michel, qui est accompagné de Roméo. Tu représentes la MJC Berlioz qui est à Pau.
Donc vous avez été fondé en 1979, il me semble, Manon m'a dit, à l'initiative de femmes migrantes espagnoles en quête d'un lieu de rencontre et de partage à Pau. La MJC Berlioz s'est construite autour de la volonté de permettre aux habitants d'agir collectivement sur leur cadre de vie à travers des projets artistiques et participatifs. Vous avez aujourd'hui différents ateliers, un café citoyen, une épicerie sociale et solidaire. Et vous voulez aujourd'hui passer d'un quartier vivable à un quartier vivant. Je crois qu'il y a un projet d'écolieu aussi. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur toi, Jean-Michel? Oui, bonjour tout le monde. Mon boulot, moi, c'est de coordonner les actions culturelles à la MJC Berlioz. Donc, en fait, je vais peut-être raconter l'histoire d'une vieille structure et qu'on connaît bien aussi, les MJC, qui ont toutes leurs singularités, et comment on peut essayer de peut-être se régénérer justement à travers un travail de territoire de très longue haleine. Moi, je voudrais faire la démonstration un peu de la longueur et de la patience et aussi de parler écologie dans les quartiers populaires. Et j'ai Roméo avec moi qui va se présenter. Bonjour, moi je suis Roméo, je suis donc étudiant en sociologie à l'université de Pau et j'ai été embauché par la MJC pour faire une étude en fait sur l'écologie ordinaire. Donc l'écologie ordinaire, on peut aussi l'appeler l'écologie du quotidien. Donc dans le quartier Berlioz, qui est un quartier prioritaire. Et donc voilà, l'idée c'est de dire que il y a de l'écologie même en quartier prioritaire qui n'est pas non plus forcément de l'ordre d'une écologie qui on n'a pas d'argent, on n'a pas forcément les moyens, donc on n'investit pas dans l'écologie. C'est pas forcément ça non plus. C'est aussi vraiment de dire qu'il y a des pratiques qui existent vraiment dans les quartiers, qui ne disent pas forcément leur nom, mais qui sont bien des pratiques écologiques. Génial, merci l'équipe de la MJC d'être présent aujourd'hui. Et je finis par le réseau Étincelle qui a été créé il y a 15 ans déjà dans le Nord. C'est une association qui a pour but de remobiliser les jeunes sortis du système scolaire sans diplôme ni qualification pour qu'ils deviennent entrepreneurs de leur vie. Je reprends vos mots. Donc, en partant de leur passion et centre d'intérêt, l'association anime des parcours au cœur des entreprises partenaires en combinant rencontres avec des professionnels et travail sur la confiance en soi. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'il y a 3 ans, il me semble, le réseau Étincelle est devenu la première perma-association. Donc, on parle souvent de permaculture et après maintenant de perma-entreprise. Et maintenant, nous avons des perma-associations. Olivier, est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur toi? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc Olivier, j'ai cofondé donc le réseau Étincelle avec Sylvain Brozard, qui est un entrepreneur engagé. Et Alizé, tu faisais mention du principe de perma-entreprise. C'est peut-être pas un hasard si on est parti sur un modèle de perma-association, puisque Sylvain est à l'origine, il a conçu ce modèle de perma-entreprise. C'était pas une obligation pour nous, et je vais vous en parler dans quelques instants. C'était une manière de régénérer notre modèle associatif et peut-être le modèle associatif de manière plus générale. Donc, depuis 15 ans, on est présent un peu partout en France, on va en parler. Et Sylvain, donc, on est le président de l'association et j'en suis le délégué général. Et on forme un magnifique binôme, mais pas que, puisqu'on a des dizaines de formateurs, presque une centaine partout en France, et des dizaines de parties prenantes. Donc, c'est une belle aventure collective. Génial, merci Olivier. J'espère que ce teaser vous a tous mis l'eau à la bouche. Je vais couper du coup ma présentation pour qu'on ait plus de vision sur les personnes. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre vos caméras, à réagir. Vous pouvez aussi envoyer des messages dans le chat en bas à droite si jamais vous avez des questions qui vous viennent au fur et à mesure qu'on peut noter. Si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, on prendra le soin de le faire par email après. Donc, on avait une première question. Donc, on va tourner cet échange autour de 3 questions principales. La première, c'était qu'est-ce que le régénératif pour vous et pourquoi ça a été important pour votre association d'aller vers ce modèle, même si vous utilisez peut-être pas ce terme-là. Donc, on commence par le réseau Étincelle. On a eu le teaser de la Perma Association. Ce n'était pas une obligation en effet, mais est-ce que tu peux nous en dire plus, Olivier? Ah, je t'ai pris de court. Ouais, non, il n'y a pas de souci. J'avais coupé le micro, comme je l'ai dit. Je vais essayer de tenir parce que j'ai des quintes de tout pour le moment infernal. Donc, si ça m'évite de vous polluer les oreilles, ça sera pas mal. Alors, le pourquoi, l'intention, puisque c'est finalement le début de l'histoire. Quand Sylvain m'a parlé de ce modèle de perma-entreprise qu'il a initié sur la période du Covid, donc on a célébré les 5 ans dernièrement
enfin, ils ont célébré les 5 ans à la Climate House à Paris, ça a résonné en se disant pourquoi les entreprises se remettraient en question et pourquoi pas également les associations, en partant du principe que c'est pas parce qu'on est une structure associative finalement qu'on est plus vertueux que les autres. Il faut rester un peu humble à certains moments. Je sais que ça peut dater, mais pour les plus anciens, le scandale de l'Arc. Il y a eu la Fondation Abbé Pierre dernièrement. C'est de dire, il y a un moment, il faut aussi pouvoir nous remettre en question et régénérer notre modèle. Alors modestement, c'est pas de remettre en question toute la loi 1901 que bon nombre de pays nous envient, parce que c'est là aussi, il faut revenir, c'est un ciment de la nation française d'avoir ce tissu associatif. Donc l'idée, ça a été de régénérer notre modèle et en vous donnant, et puis je vais illustrer par la suite, 3 principes éthiques qui sont à la base de ce principe de perma-entreprise, de ce modèle et de perma-association. Prendre soin des humains, préserver la planète. Et le 3e principe éthique, c'est se fixer des limites et partager les richesses ou les connaissances. Donc c'est un peu finalement je dirais une boussole, une manière finalement de structurer tout un projet, de le régénérer, de le revisiter. Et juste sur le premier, prendre soin des humains, quand on est au quotidien, mais les autres belles associations qui sont présentées, c'est notre métier. On est là pour le public cible, pour les bénéficiaires. Et finalement, ça permet de se questionner comment on peut faire plus, mieux pour les bénéficiaires, mais pas que. On a les équipes salariées, on embarque des collaborateurs d'entreprises qui donnent du temps et de l'énergie. Comment on peut prendre encore plus et mieux soin des humains? On va vous le présenter dans quelques instants. Et puis, il y a les autres sujets également, les 3 autres principes éthiques, parce que tout ça est lié, et notamment la planète qui anime délicatement les équipes de Tilt. Merci, merci Olivier pour cette présentation. Il me semble que pour passer sur ce modèle de perma-association, j'avais noté que vous vous étiez retrouvés pendant plusieurs week-ends d'affilée avec les membres du CA pour définir avant tout ce que c'était qu'une perma-association, c'est bien ça? Donc ça prend du temps. Oui, tout à fait. Parce que la structure associative, c'est le point commun de toutes les structures, c'est qu'on a bien entendu un conseil d'administration, ce qui est une formidable richesse. Ils ont été embarqués, on a fait des séminaires ouverts dans le Morvan. Donc là aussi, il y avait une question de cohérence pour pouvoir travailler. Et c'est quelque chose qui est vraiment challengeant parce qu'on sort de ces principes éthiques. Vous avez tout un ensemble d'éléments qui structurent sur des enjeux. Les enjeux eux-mêmes se déclinent en projets, les projets en actions. Donc, vous avez des dizaines de slides et des indicateurs. Donc, c'est extrêmement riche. Et puis, on l'a fait avec eux, mais pas que, parce qu'on est dans une structure associative ouverte. On a 6 salariés, on a une dizaine de délégués territoriaux partout en France et on a 80 formateurs qui sont en prestation. Donc, l'idée, c'était aussi de les embarquer et ne pas avoir quelque chose de descendant en leur disant c'est comme ça et pas autrement. Donc, il y a eu ce travail on a phosphoré et puis, on va en parler, ce travail où il faut continuer à embarquer l'ensemble des équipes et à toujours revisiter, questionner, parce que finalement, on a envisagé il y a 3 ans, vous avez pu comprendre que le monde a bien évolué ces derniers temps entre l'IA ou les conflits. Ça questionne et il faut se remettre en question, il faut faire évoluer, ne fût-ce qu'avec, par exemple, le concept de robustesse qui est apparu tout récemment et où on se dit, tiens, ça vient challenger à nouveau. Donc, n'attendons pas à nouveau 15 ans pour revisiter les choses. Génial, merci, merci Olivier. Et je vais te passer la main, Océane. Vous refusez en tant que centre planétaire de santé planétaire, vous refusez de dissocier justement les enjeux sociaux des enjeux environnementaux. Ça fait pas mal écho à vos modèles de perma-association. Quelle a été votre inspiration? Comment en êtes-vous arrivé là? Oui, alors nous, on est une association assez récente. Quand je vois l'expérience de mes collègues qui sont dans la Vision, on s'est créé en 2021 en asso et en 2022, on a ouvert le centre de santé. Donc, ce qui a vraiment guidé l'équipe, c'est d'intégrer à la fois les enjeux de justice sociale et de comment on rend les gens et les personnes qu'on va accompagner dans le centre de santé actrices de leur santé. Et
toute l'équipe partage le constat et que la santé, en fait, elle dépend essentiellement des conditions de vie, que ce soit le logement, le travail, la famille, le système politique, le système éducation, les discriminations auxquelles on est confronté quand on est une personne racisée ou minorisée, notre environnement, les expositions professionnelles. Et on s'est dit, on va créer une structure en fait qui travaille sur toutes ces dimensions de la santé. Et donc, on est passé, ce qu'on appelle, nous, régénératif, ça va passer à la fois par la santé communautaire. Donc, comment on va lutter contre les inégalités sociales de santé, comment on va proposer des approches qui sont plus collectives de la santé, et aussi en intégrant, du coup, les enjeux de santé planétaire. Donc, c'est nous, comment on intègre l'écologie dans nos pratiques de soins. Voilà, en se disant qu'on habite sur une planète, un système fini, on intègre les limites planétaires dans nos pratiques. Et ça va passer par plein d'actions qu'on va détailler après, mais c'est vraiment l'idée d'intégrer un peu toutes les briques de la santé, des conditions de vie des gens. Et vraiment avec aussi donc, ce focus à la fois écologique, ce focus social, et du coup, c'est un joyeux mélange dans notre association. Et du coup, cette question de la lutte contre les inégalités sociales, la lutte contre les dominations, elle passe aussi par un système de gouvernance qui vient aussi interroger ces modèles-là au sein de l'équipe. Donc, on est en autogestion et on a un conseil d'administration qui contient à la fois des salariés et des usagers. Et c'est aussi, voilà, comment on vient aussi changer le modèle dominant de la médecine traditionnelle avec des cabinets libéraux ou des MSP où il y a des rapports de pouvoir un peu plus importants que dans notre structure. C'est pas facile tous les jours, mais c'est assez porteur d'espoir en tout cas. Merci beaucoup, Océane. Et du coup, je vais te passer la main, Jean-Michel, et Roméo, si tu veux dire un mot. Vous parlez aujourd'hui d'écolieux, vous parlez de transformer un quartier prioritaire en territoire vivant. Il y a plus de 1000 MJC en France, il me semble. Vous êtes une MJC, du coup, parmi ce gros réseau. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur votre ambition, peut-être, et votre place dans ce réseau? Je pourrais pas dire combien on est en France. J'ai pas les chiffres. En tout Je vais cas, ça regarder. diminue nettement. Ça diminue énormément depuis 20 ans plutôt. Voilà. Mais elles existent toujours et le mouvement des MJC au niveau national tente des choses pour dynamiser le réseau, on va dire comme ça. D'abord, chaque MJC a sa singularité. Chaque MJC est différente. Je voudrais dire un mot sur le mot régénérer, régénération, et comment moi ça résonne et nous ça résonne ici. Euh, Moi j'ai envie de parler d'agilité, c'est ce qui me correspondait, je trouve, le plus, c'est-à-dire savoir rebondir par rapport à différents éléments. Et c'est un peu là le côté qu'on a dans nos boulots respectifs, de développement de projets, parce que ça questionne ça aussi, nos pratiques dans nos métiers. Euh, on a tous, je pense, des points communs qui sont de mettre du sens et puis d'essayer de poser sa petite pierre, son petit caillou pour faire avancer une société entière. Et c'est ça qui est intéressant et qui est riche dans tous nos métiers. Euh, et en fait, l'agilité, pour moi, ça correspond à écouter ce qui se passe au niveau de sa structure en interne et des publics, différents publics qu'on touche. Nous, il y a à peu près 1000 adhérents sur notre structure et il y a à peu près 200 bénévoles très actifs, en fait. Euh, c'est aussi, je pense, d'écouter la société et d'essayer d'apporter des réponses en toute humilité. Voilà, moi, c'est principalement ces ingrédients-là et d'essayer du coup, normalement, en écoutant aussi les problématiques du territoire. Donc, ça veut dire comment on peut questionner les habitants. C'est un point essentiel. Et c'est peut-être, nous, des pratiques pour lesquelles on peut en tout cas essayer de donner des exemples de ce qu'on a fait depuis des années. Et je crois que, sans vraiment s'en rendre compte, on a mis un espèce de process en place qui nous permet d'amener vraiment la participation d'habitants. Alors nous, ce qui nous tenait à cœur, c'était que les habitants puissent participer pleinement au questionnement d'aménagement d'espaces publics. Et nous sommes, c'est une clé essentielle.
parce que quand en fait un citoyen peut intervenir directement et faire sur des aménagements d'espace public, en l'occurrence là, c'est des aménagements verts, on va dire ça comme ça, ben, en fait, on mise directement sur quelque chose qui garantit un développement beaucoup plus durable euh, et, euh, et il faut pas que ça reste que des mots. Donc, c'est toute la difficulté, je trouve, de tout ce qu'on fait nous. Quand je dis nous, c'est nous tous là ici. Hein. C'est d'arriver derrière les mots à vraiment avoir des actions concrètes et c'est vraiment je trouve que c'est une vraie difficulté. Voilà. Euh, euh, alors, j'aurai l'occasion de développer sur des actions où je peux le faire maintenant. C'est toi qui me dis, Alizé. Je te laisse l'occasion de développer après, dans ma deuxième question. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Voilà ce que je peux dire. Bah, merci beaucoup. Et du coup, on va terminer par l'Escalcop. Vous, l'Escalcop, du coup, il me semble que voilà, vous justement, bah, tu parles de agilité. Là, on est sur un modèle agile. Vous avez dû vous transformer récemment. Ça fait seulement 6 mois que vous avez déposé les statuts associatifs alors que vous existez depuis bien plus longtemps. Est-ce que Mathieu, tu peux nous dire 2 mots? Oui, bah, le dernier témoignage fait écho un peu à notre projet. Nous, comme je l'ai dit, on était un centre social en régie municipale. Et en 2020, concrètement, bah, on arrivait un peu en bout de cycle au niveau de ce projet, hein, avec des financeurs qui ne voulaient plus forcément suivre une commune rurale, enfin financer un centre social sur une commune rurale aussi petite, avec une gouvernance qui était uniquement composée d'élus. Avec des salariés, du coup, pour beaucoup, CDD de la fonction publique, donc avec peu de perspectives. Donc, on a clairement réfléchi et on a envisagé plein de possibilités pour changer notre modèle. Dans un premier temps, pour sauver la structure. Dans un deuxième temps, pour remettre réellement les habitants au cœur du projet. Et aller au contact d'autres communes. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on a été un peu avec notre bâton de pèlerin voir les communes autour. Donc, pour savoir, ce sont toutes des communes de moins de 2000 habitants. La plus petite fait 450 habitants. Donc, des communes qui ont peu de moyens. Donc, on a dû faire preuve d'intelligence et de stratégie, puisqu'on n'allait pas aller les voir en leur disant, voilà, nous, on a un centre social, faut le sauver, et est-ce que vous pouvez mettre du financement dessus? L'objectif, c'était vraiment d'aller les rencontrer en leur disant, voilà, qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce que vos habitants ont besoin, et de travailler à partir de ça. On a fait un gros diagnostic sur les 10 communes, et donc la structure s'est montée progressivement. On a dû aussi faire énormément bouger les lignes de certains de nos partenaires, parce qu'on est financé principalement par la CAF, et la CAF, c'est quand même une hiérarchie et des fonctionnements et des cahiers des charges très, très contraints. Donc, ils nous ont dit il faut bouger, mais ils avaient du mal eux-mêmes à bouger. Donc finalement, ils ont suivi le projet, ils ont bougé. On a dû aussi faire un gros travail de changement de posture au niveau des salariés, puisque pour beaucoup, la posture était sur plutôt de la prestation de service et de l'animation. Et là, on a vraiment déployé un projet d'accompagnement. Donc il a fallu se former, se sensibiliser sur comment on accompagne des publics, comment on fait avec, au lieu de faire pour. Et aujourd'hui, donc concrètement, bah, l'agrément centre social est porté par l'Escalcop depuis janvier 2026. C'est très récent, mais il a fallu 4 ans pour mettre tout en place ce projet, parce que le rythme des institutions, le rythme des municipalités, le rythme des partenaires, c'est des choses qui sont complètement différentes. Donc, il a fallu aller au rythme de chacun. Et aujourd'hui, donc, on porte un projet de centre ressources sur 10 communes rurales, avec comme mot d'ordre la coopération entre tous les acteurs, la mutualisation, puisque l'objectif, ce n'était pas de déployer des moyens supplémentaires, puisqu'on devait développer un projet, mais sans moyens humains supplémentaires, sans moyens matériels supplémentaires. Donc, coopérer, mutualiser et surtout développer la confiance. Et là, aujourd'hui, on a 10 communes qui sont partenaires, qui se sont engagées. Les élections municipales qui auraient pu être un frein, finalement, n'ont fait que conforter le projet parce que les 10 communes se sont réengagées. Donc voilà un peu l'histoire du projet qui s'appuie aujourd'hui donc sur les salariés de l'Escalcop, mais surtout sur les communes et sur nous, ce qu'on appelle des personnes ressources dans chaque commune. Donc, ce sont des bénévoles qui nous accompagnent au quotidien auprès des habitants pour le projet de l'Escalcop. Merci Mathieu. On voit bien trois histoires, 3 points de départ différents.
mais finalement beaucoup de similarités. On a noté, du coup là on va vous poser notre deuxième question. Donc comment est-ce que vous appliquez concrètement ce régénératif ou autre dans votre quotidien? Il y a beaucoup de points communs que vous avez déjà mentionnés là dans votre première question, notamment l'implication des parties prenantes dans vos processus, dans la définition de votre projet. Ça, c'est clé, vous l'avez tous dit. Et là, ça ressort beaucoup avec l'Escalcop, mais tous, vous l'avez dit, c'est l'ancrage territorial qui semble aussi être clé pour vous tous dans vos structures. Mais je n'en dis pas plus et je vous passe la parole. Est-ce que Mathieu, je te rappelle, Oui. tu veux revenir pour nous expliquer un peu concrètement comment est-ce que tu arrives à mettre en place tout ça? Est-ce que tu as des actions du quotidien? Alors déjà concrètement, un gros point, c'est la gouvernance, comme je l'ai dit, parce que nous, on était sur une gouvernance d'élus. Donc quand on a travaillé au nouveau modèle du centre social et donc de l'association, qui pour information est un modèle unique. Aujourd'hui, on a des centres sociaux qui nous contactent un peu de partout pour dire tiens, votre modèle, il nous intéresse. Donc on est assez fiers quand même de ce qu'on fait. Au niveau de la gouvernance aujourd'hui, c'est un CA de 30 personnes. Sur les 30 personnes, il y a 20 habitants. Il n'y a plus que 10 élus. On a fait le choix de mettre un élu par commune pour qu'il y ait quand même une représentation de toutes les communes. Et donc après, c'est 20 habitants qui sont au CA et qui font remonter toutes les idées de projets, d'actions qui sont travaillées dans les commissions d'habitants. Au niveau d'actions concrètes, comme je l'ai dit, comme je dis souvent, on n'a pas réinventé le fil à couper le beurre. On constatait tout simplement que les communes qui sont parfois juste séparées par le panneau de début et de fin de commune ne travaillaient pas du tout ensemble. Et nous, la première chose qu'on a dit, voilà, c'est vous avez du matériel, vous avez des salles, vous avez des associations, et le but, c'est de faire ensemble, de mutualiser. Il y a des associations qui sont à bout de souffle sur ces petites communes, avec beaucoup de bénévoles qui sont plutôt vieillissants. Donc nous, on a créé, par exemple, un réseau associatif où tous les mois, on réunit les associations et on essaye de mettre en place des projets communs. Donc nous, toujours en les accompagnant et surtout en mutualisant du matériel pour éviter les dépenses de chaque commune ou de chaque association. Nous également, ce qu'on met à disposition, c'est toute l'ingénierie qu'on a à l'Escalcop, puisque un centre social a une référente famille, un référent senior, un référent jeunesse. Donc nous, on travaille avec les personnes ressources pour les faire monter en compétences. Certaines personnes ressources aujourd'hui sont en capacité même d'animer des temps de projet avec des adultes, des jeunes. Mais voilà, on est vraiment dans ce travail d'accompagnement. Un exemple concret, le plus marquant pour nous, c'est vraiment au niveau de la jeunesse, où ça a été la porte d'entrée, parce que beaucoup de communes, sur ces petites communes rurales, ont par exemple un accueil de loisirs, qu'elles ont gardé parce qu'on n'avait pas la volonté de faire de la prestation sur les accueils de loisirs. Ça aurait coûté concrètement trop cher et ce n'était pas le modèle. Mais par contre, sur la jeunesse, sur ces communes-là, il y a concrètement un gros trou. Donc on a proposé des temps qu'on a appelés des goûters projets. Donc tous les vendredis, on va dans les communes. On accompagne les jeunes sur la mise en place de projets. Donc au début, ça s'est fait commune par commune, parce que beaucoup de jeunes ont des difficultés de mobilité plutôt psychologiques, c'est-à-dire aller dans le village à côté, rencontrer des jeunes de la commune voisine, c'est compliqué. Et aujourd'hui, on est sur des projets mutualisés avec des jeunes de 5 ou 6 communes. Pour prendre un exemple concret, hier, on a 25 jeunes qui sont passés en jury pour la mise en place d'une journée, d'un festival citoyen qui aura lieu le 11 juillet sur une de nos communes, pour obtenir une bourse de 1 500 €. Donc on voit vraiment déjà l'évolution on passe de projets portés par des jeunes de la même commune à vraiment, on fait des projets mutualisés, des projets communs, accompagnés par des personnes ressources, avec notre ingénierie derrière au niveau de l'équipe jeunesse sur la méthodologie de projet, l'accompagnement sur l'organisation d'actions d'autofinancement. Mais voilà, aujourd'hui, on a plus de 60 jeunes sur le territoire qui sont en projet. Donc, comme j'ai dit, on est un territoire de 13 500 habitants. Donc des jeunes de 11 à 17 ans, globalement, il y en a entre 1000 et 1500. Donc 60 jeunes en projet, c'est quand même un nombre conséquent. Ça demande des moyens pour nous en termes d'organisation, mais on voit tout de suite les effets produits et les impacts sur les jeunes avec ce fonctionnement-là. Pardon Mathieu de t'interrompre. Oui. On m'a juste demandé de passer la consigne. Il y a 2 nouvelles interviews qui démarrent. Et j'ai mis les liens dans le chat. Une interview de la Haute-Savoie Habitat par Stéphanie Bédouin et l'autre de Picture Organic Clothing par Jérémy Dumont. Merci, pardon. Merci Cyril. Pour deuxième exemple, rapidement, je ne sais pas si j'ai mangé mon chronomètre. Oui, mais je te laisse clôturer ton deuxième exemple. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ces petites communes, elles ont tout un petit accueil de loisirs.
Donc ça, nous, on n'avait pas la volonté d'être un prestataire, donc chaque commune a gardé son accueil de loisirs. Par contre, on a constaté que tous ces petits accueils de loisirs, et surtout tous les directeurs ou les directrices, étaient isolés dans leur commune. Donc on a créé ce qu'on a appelé une coordination des accueils de loisirs, donc qui a des effets très utiles dans la mutualisation des actions. Même chose, on avait des communes qui, je vais prendre un exemple concret et bête, mais qui faisaient un bus pour partir sur une sortie avec 20 enfants. Alors qu'il y a peut-être 30 ans, on aurait mutualisé. Aujourd'hui, on ne mutualise plus parce qu'il y a 10-15 ans, on a pris des habitudes de fonctionner tout seul parce que les financements étaient là, on a dépensé, entre guillemets, un petit peu sans compter. Et aujourd'hui, on se dit, mince, on n'a plus les moyens de faire tout ça. Donc, on mutualise des actions, on fait des intercentres communs, on fait beaucoup d'actions mutualisées entre ces accueils de loisirs, qui sont des petits centres de 20-25 enfants. Et aussi, on a mis en place des temps de sensibilisation pour ces directeurs sur des thématiques telles que le handicap, telles que la santé mentale, parce qu'on s'est rendu compte que c'était des directeurs qui étaient isolés, un peu seuls sur leur commune et un peu enfermés dans leur pratique. Donc, ça a un impact concret sur ces personnes, ces professionnels, ces techniciens des communes, mais aussi sur les enfants, parce que c'est des enfants qui n'ont peut-être pas forcément l'habitude de beaucoup bouger ou d'aller sur les communes voisines. Et donc là, on crée énormément de liens entre les enfants ou entre les jeunes également sur les actions jeunesse. Merci Mathieu, et tu parlais plutôt de temps long. En effet, il y a une évolution dans vos pratiques de coopération. Au début, on est plus dans du partage et là, on sent qu'il y a vraiment une initiative locale et ça prend du temps. Donc, merci pour ce témoignage. Océane, je te passe la main sur vos pratiques concrètes. Ouais, nous, on est un centre de santé, donc voilà, je pense que tout le monde voit ce que c'est on va voir un médecin. Sauf qu'au jardin, on va voir un médecin, mais pas que. C'est ça que je trouve assez en résonance avec les collègues de la table ronde, c'est qu'on est à l'interface entre un centre médical et un peu un centre social aussi, parce qu'on propose vraiment beaucoup de temps collectif pour venir travailler tout ce qui a un lien avec la santé. Et du coup, ça va passer par quand même beaucoup de choses. En fait, on a des temps réguliers, 2 fois par semaine, d'ateliers de prévention et de promotion de la santé, qui sont animés par mes collègues médiatrices et de plus en plus aussi par des patients-patientes. Donc, ça peut prendre la forme d'ateliers autour de pathologies chroniques, comprendre son diabète, comprendre son hypertension, mais c'est aussi beaucoup d'ateliers autour de la créativité. On va faire du tricot, du crochet, de l'argile, et aussi des ateliers autour du lien à la nature. Donc, on a un atelier jardinage 2 fois par mois, parce qu'on a un petit jardin, ou par de la marche, ou par aussi pas mal d'ateliers autour de la cuisine et de l'alimentation, parce comme ça, c'est concrètement aussi qu'on va amener des changements de comportement, amener des petits changements dans les pratiques des gens, de voir que cuisiner végétarien, c'est pas si compliqué. Voilà. Et donc pour nous, pour pouvoir déployer cette action un peu atypique dans un espace de soins, un espace médical, on s'appuie sur deux pivots de la structure qui sont les accueillants et accueillantes, donc qui sont vraiment là pour accueillir les personnes qui se présentent, que ce soit pour une consultation médicale ou pour participer à un atelier. Et on a vraiment à cœur d'avoir un accueil qui soit inconditionnel, donc n'importe qui passe la porte d'entrée, il sera bien reçu et on répondra à leurs questions et on les orientera du mieux qu'on peut dans la structure ou en dehors de la structure. Et on a aussi les médiatrices en santé qui font le lien entre la santé, les démarches sociales et toute l'animation collective du centre. Et c'est vraiment un métier assez nouveau aussi et assez fort dans nos structures. Je pense qu'on est tous passés par là, on ressort de notre consultation du médecin avec une batterie de prescriptions. On n'a pas compris grand-chose à ce qu'il nous a dit. On est un peu perdu dans les examens qu'on doit faire. Et en fait, nos médiatrices, elles viennent prendre le temps avec les personnes pour aider à la prise de rendez-vous, pour reformuler, pour rassurer aussi beaucoup. Et elles sont là aussi dans une dynamique d'écoute et de recueil des besoins. Et c'est en fait ce que vont raconter les personnes pendant ces entretiens qui vont aussi pouvoir construire les ateliers ensuite de prévention et de promotion de la santé. Et c'est aussi ce qui fait lien avec la santé planétaire, c'est que tous ces ateliers, ils viennent aussi un peu en alternative aux médicaments. On construit vraiment des choses sur mesure pour aussi limiter notre impact. On sait qu'en le système de santé en France, c'est 8% des émissions de gaz à effet de serre en général. Et du coup, à notre vraiment toute petite mesure,
on essaye de limiter les médicaments qu'on prescrit quand c'est possible ou trouver des alternatives. Et donc, tous les ateliers qu'on propose, c'est une alternative aux médicaments parce qu'on va venir mieux comprendre la maladie, donc mieux savoir comment on utilise le système de soins, savoir que des fois passer, je sais pas, 2 heures en nature, ça va faire autant de bien que de prendre un anxiolytique. Enfin, voilà, c'est des choses qu'on essaye de développer. Voilà, et je m'arrête ici parce que mon temps est écoulé. Mais merci pour ces informations. J'avais noté aussi que dans votre fonctionnement, il n'y avait pas de bureau et votre CA était composé de salariés et d'usagers. C'est assez révélateur la manière dont vous avez tous modifié un peu, inclus justement des parties prenantes clés dans votre conseil d'administration. Et ça fait le pont aussi avec le réseau Étincelle qui me semble sur votre CA, il y a des entreprises partenaires. Si c'est bien ça. Est-ce que, Olivier, je peux te passer la main? Oui, tout à fait. Donc, pour revenir sur l'action du réseau Étincelle, on est présent donc un peu partout, on peut pas un peu partout, dans toutes les régions en France, et je vais y revenir dans quelques instants. Donc, on a un siège de l'association qui est dans les Hauts-de-France, on a une équipe de 6 salariés, conseil d'administration d'une dizaine de membres, et je vous dis, on a 80 acteurs, formateurs sur le territoire. Donc, les hussards du réseau Étincelle, ils sont sur le terrain, et c'est là où ça doit se trouver. Donc, ça mobilise quand même une bonne centaine d'acteurs, de faiseurs au quotidien sur ce projet. Ce projet donc de perma-association, je vous le disais, j'ai repris les chiffres, mais je ne vais surtout pas vous inonder de chiffres et vous donner tous les détails. C'est très structurant parce que ça se décline en 6 enjeux. Les 6 enjeux se déclinent en 17 projets qui eux-mêmes se déclinent en 36 actions. Donc, vous voyez que ça donne une vraie matrice pour pouvoir avancer, une vraie ligne directrice qu'on adapte, etc. Pour vous donner 3 exemples sur chaque pilier, prendre soin des humains. Nous sommes une association dont le cœur de métier est de remobiliser, redonner confiance à des jeunes qui sont sortis de l'école sans diplôme ou avec de faibles qualifications. On est bien dans un pays où le diplôme fait l'emploi. Je retombais sur des articles qui existaient, des coupures de presse il y a 15 ans. Malheureusement, la situation n'a pas bougé, voire s'est même aggravée sur certains aspects pour ce public. Donc ça, c'est notre ambition. C'est de les remobiliser, leur permettre de se réconcilier avec eux-mêmes en se disant ils ont des talents, ils ont des passions, il faut qu'ils puissent trouver leur place dans la société. Et autre clin d'œil, on va les réconcilier avec le monde de l'entreprise, puisque l'ensemble de nos parcours de formation se déroule au cœur des entreprises partenaires du territoire. Donc, sur ce premier principe éthique de prendre soin des humains, le public, c'était clair, on y est, mais comme toutes les associations qui sont présentes aujourd'hui, du matin au soir, c'est notre mantra. L'idée, c'était de dire aussi, faisons un pas de côté. Avoir des équipes qui sont hyper motivées, mais qui à un moment partent en burn-out ou elles sont cramées concrètement, ça ne marchera pas. Donc prenons soin des équipes salariées et on a trouvé des moments pour se régénérer, qu'on appelle d'ailleurs des moments de Green Day, avec différentes actions pour pouvoir prendre soin de nos équipes salariées. Et autre terme de régénératif, d'avoir une ressource humaine durable. C'est-à-dire qu'on a des belles personnes, on a des belles compétences, inscrivons-nous tous dans la durée. Un autre exemple sur le prendre soin des humains, je vous disais, on anime au cœur d'entreprises partenaires, on a des salles de formation, les jeunes découvrent le monde de l'entreprise. Wow. Le but, c'est pas d'être dans notre coin, c'est d'être en interaction avec les collaborateurs qui vont faire visiter leur entreprise, présenter des chantiers, leur métier, partager leur parcours de vie. Et comme tous nos parcours de vie qui ne sont pas linéaires. Donc, bref, on mobilise une quinzaine de jeunes sur chaque promotion de Réseau Étincelle. Le challenge, c'est d'avoir une quinzaine de collaborateurs pour pas que ce soit toujours les mêmes personnes qui sont mobilisées et tout le monde est légitime. Et on a fait une étude d'impact auprès d'eux. Et là, c'était intéressant, c'est que notre propre modèle, parfois, c'est de faire des choses mieux, différemment, et parfois, c'est de se rendre compte de la richesse de ce qu'on fait déjà. Et là, en l'occurrence, quelques mots forts des collaborateurs, le sentiment d'être utile. Il y a une magnifique chanson de Julien Clerc, mais là, on a eu ces retours des collaborateurs. Je suis utile, je contribue à la société, je suis fier de m'inscrire dans l'engagement sociétal de mon entreprise et souvent,
j'ai reçu plus que ce que j'ai donné. Bah, en fait, on a apporté une vraie bouffée d'oxygène, on a régénéré les équipes salariées de l'entreprise. Ce n'était pas prévu au départ, c'est l'effet qui se coule, mais tant mieux si on apporte ça en plus. La planète, c'est un élément qui vous anime. Honnêtement, en termes de structure associative, faire une empreinte carbone, on va cheminer là-dessus avec le mouvement Tilt. C'est pas évident, c'est pas simple. Je prends l'image à dessin, il ne faut pas monter une usine à gaz parce qu'on a plein d'autres trucs à faire, mais il n'empêche. L'enjeu, c'est d'être contributeur net, voire positif en carbone. Donc, on a fait des actions concrètes de utiliser uniquement le train, pas l'avion, de proposer, favoriser essentiellement le covoiturage pour nos formateurs qui sont toujours en binôme quand ils viennent animer. Et un autre élément, on est coopérateur de la coopérative Cities, que vous connaissez peut-être. Donc, on fait la promotion aussi de l'autopartage pour diminuer la place de l'automobile sur les routes, afin de se dire que ce qui est important, c'est l'usage, c'est pas la propriété de la bagnole. Donc, c'est une démarche, c'est un engagement. Dernier élément, se fixer des limites et partager des richesses, pour illustrer aussi. Tiens, non, je reviens sur la planète, pardon. La planète, l'idée pour nous, la MJC en a parlé tout à l'heure, ça m'a fait plaisir. L'idée, c'était de dire, OK, on va faire des choses pour la planète, mais les jeunes que nous accompagnons, on les laisse de côté, ce n'est pas leur sujet. Or, toutes les études qui sont présentes, en France ou ailleurs, les premières victimes des enjeux climatiques, ce sont les personnes les plus précaires. Eh bien, on a développé avec Puzzle Climat, qui est une magnifique association, vous connaissez peut-être, ils avaient un outil, on l'a adapté à notre public pour inscrire revisiter notre programme pédagogique et inscrire un module au sujet de la transition écologique inclusive pour sensibiliser ces jeunes, leur permettre de découvrir les enjeux, valoriser développer des actions qu'ils peuvent dérouler dans leur quotidien, c'est exactement ce que la NJC fait, et puis ce qui me paraissait hyper important, puisqu'on a pour valoriser les jeunes, c'est de dire qu'en fait, ils font déjà plein de belles choses et ils ne se rendent pas compte qu'eux sont déjà acteurs de la transition écologique. Donc ça, c'est un magnifique levier. Et Puzzle Climat, voilà, si ça vous tente, c'est une magnifique association et on a fait de très belles choses ensemble. Et j'en reparlerai, on est prêt à partager tout ça aussi, ne restons pas dans notre coin. Et je termine par les limites. On a parlé des territoires, on est une association nationale, mais on a des forts ancrages territoriaux. On a mis 15 ans pour faire le Tour de France, c'est pas un hasard. On a dit on y va step by step. Ça sert à rien de brûler les étapes, ça sert à rien de dire on y est et après, hop, on a cramé des financements, on a cramé les gens, on y va à notre méthode, on y va à notre échelle. Et puis, se fixer des limites, c'est également se dire qu'on est capable aujourd'hui de penser global, mais d'agir local. Les sessions qu'on anime, elles sont plus proches du territoire des jeunes. C'est-à-dire que sur l'étude qu'on a menée, vous avez quasiment 40% des jeunes qui font moins de 5 km pour aller au lieu de formation dans une entreprise près de chez eux. Et pour nous, c'était hyper important, c'est que ce ne soit pas eux qui soient en mobilité, parce qu'ils ont ces freins énormes de mobilité, vous en parlez tout à l'heure, et puis il faut pouvoir y répondre. Et le dernier élément, partager les richesses, c'est aussi de se dire, il y a un moment, on a des ressources de connaissances, partageons-les, et c'était pour ça aussi que je vous disais, et on peut en reparler, et si je vois qu'il y a un chat, vous avez les coordonnées via le mouvement Tilt. C'est de l'open ressources. Partageons, partageons, partageons. Je crois que c'est la première richesse des associations. Ouais, merci Olivier. On sait que c'est pas toujours facile de partager, mais on te remercie et tout ce que tu pourras nous donner, ça sera publié en tout cas dans le cadre sur ta fiche associative qu'on publiera à la fin du mois. On pourra mettre des liens vers tout ce que tu nous envoies, donc pour essayer de le partager au maximum. Mais c'est en effet clé, on essaye aussi. Et du coup, on va clôturer cette question avec Jean-Michel et Roméo. Si vous pouvez nous en dire un peu plus sur vos actions concrètes. Il y en a. Bien sûr, avec plaisir. On va compléter tout ce joyeux, toutes ces initiatives là super intéressantes. On entend les témoignages. Bon, je rappelle nous en fait notre MJC. Je disais tout à l'heure, donc a choisi un projet qui affirme en fait, met un mot en avant, qui est celui d'un écolieu. On s'affirme être un écolieu.
Alors tout ça, c'est le résultat de beaucoup d'années de travail sur le terrain avec les habitants. Je peux pas, je suis obligé de parler de toutes ces de ce qui s'est passé depuis les années 80 pour que nous-mêmes en plus on comprenne ce qu'on a pu provoquer sur le territoire. En fait, c'est un peu ça le mécanisme. Enfin, moi, en tout cas, dans mon cerveau, c'est ce mécanisme-là. Moi, je travaille depuis 15 ans dans la MJC Berlioz. Je vais vous parler d'une histoire qui date d'il y a 40 ans, très brièvement. C'est-à-dire qu'en fait, ça a commencé par une volonté de cette structure-là, dans les années 80, de faire des choses avec les habitants. Ça a commencé par monter des spectacles. J'ai envie de dire tout bêtement, vous imaginez des chars fleuris avec du papier crépon dans les années 80, avec quand même des metteurs en scène voilà, qui avaient quand même des convictions fortes et qui avaient envie de passer des choses, des professionnels accompagnés d'artistes professionnels. Donc voilà, une structure de terrain, des habitants qu'on est allé chercher et des artistes qui avaient envie aussi de partager avec les habitants. Donc c'est les créations partagées, c'est monter des moments forts dans le quartier dans les années 80. C'est le premier ingrédient qui a été important en fait. Ensuite, il y a eu aussi une volonté peut-être là d'aller un peu plus loin et de questionner plus et d'impacter plus le territoire sur lequel on était. En fait, il s'est passé des choses d'aménagement de type aménagement urbain. Il y a eu des axes routiers qui devaient être qui devaient passer en plein cœur du quartier. Et il y a eu des premiers actes de désobéissance de la part des habitants. Et la MJC a joué son rôle, je crois, là aussi, d'accompagnement et d'essayer de vraiment accompagner l'habitant dans sa possibilité de pouvoir dire, et j'aimais bien ce mot-là à l'époque, un directeur qui employait ce mot-là, de contre-pouvoir positif. Et en fait, il y a eu donc des manifestations, des opérations commando, on a mis plein de noms là-dessus dans les années 90, 80-90, ouais, pour empêcher des constructions d'axes routiers et préserver des axes nature en ville. Il y a eu toute une intelligence collective qui s'est mise en place avec des paysagistes architectes de la ville qui étaient convaincus aussi de garder ces espaces verts-là. Et puis, c'était quoi? C'était les habitants, c'était des écoles, c'était la MJC, les bénévoles à la MJC, c'était les commerçants du quartier. Tout le monde s'est mis ensemble. Donc voilà, ces actes-là sont fondateurs et on les connaît sur plein de territoires. On peut bien sûr décliner tout ça sur plein de territoires. Donc ensuite, à force de combats de ce type-là, la MJC Berlioz s'est positionnée avec la ville, j'ai envie de vous dire, un peu comme quelqu'un garant de ce qu'on peut appeler dans les aménagements urbains de la maîtrise d'usage. C'est-à-dire qu'en fait, on parle souvent de maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage. L'ouvrage, c'est le financier, maîtrise d'œuvre, c'est l'application des travaux eux-mêmes. Et puis, il y a la maîtrise d'usage. Et la maîtrise d'usage, c'est l'usager, c'est prendre en compte l'usager. Et ça, dans plein de constructions, et notamment, nous, on a été sur sur tout ce qui était aménagement du territoire et les plans en rue, donc qui touchent les quartiers prioritaires de la ville. On est classé, quartier prioritaire de la ville, QPV. On a accompagné tout un programme d'aménagement urbain. Et du coup, on a toujours fait valoir cette maîtrise d'usage, la place de l'habitant. Et à force de le faire valoir et de défendre avec l'habitant des zones dites qu'on peut appeler zones nature en ville, on a réussi petit à petit à créer des conventions très claires avec la mairie. Donc, à l'heure qu'il est, la MJC Berlioz est conventionnée sur 5 hectares d'espace nature en ville, en plein quartier prioritaire de la ville, avec donc un mélange à la fois de bâti et à la fois d'espaces qui sont aussi, donc du coup, tous ces espaces verts sont des espaces qui sont gérés avec l'habitant. C'est tout notre ADN que je vous explique là, en fait. C'est tout voilà, ce qui fait le sens de notre place dans le quartier dans lequel on est. Le challenge qui est très compliqué, c'est d'arriver à changer complètement les visions des choses et qu'un habitant puisse comprendre qu'il a le droit
de faire pousser un végétal sur un bord de trottoir, alors que légalement c'était interdit quand on s'est renseigné et on s'est battu avec la mairie pour défendre ça. Il a fallu qu'on fasse venir, et ça tous, on sait le faire aussi, se régénérer, et on sait, on a tous cette conviction-là, c'est faire appel après aussi à des personnes qui arrivent de très loin et qui vont nous parler de choses complètement exotiques. Nous, en l'occurrence, c'était un Japonais, architecte paysagiste, ancien directeur de l'école d'architecture de Tokyo. Et donc, c'est lui qui nous a apporté une certaine philosophie de pouvoir mettre du vert dans sa rue, du vert, voilà. Donc, on en est en fait à revendiquer un projet d'écolieu, une action d'écolieu, je vais en finir à ça. Il faut qu'on mette du sens dans tout ça. Le sens qu'on y met, c'est qu'en fait, c'est notre unité, en fait, l'écolieu. L'écolieu, ça nous permet de rassembler aussi le secteur jeunesse, l'épicerie sociale qu'on gère, l'aire terrestre éducative qu'on gère, le verger, voilà, c'est ce qui fait notre unité. Et le challenge qu'on lance aussi est vers les générations aussi futures. C'est pour ça que Roméo, je tenais à ce qu'il soit avec nous sur la visio. Tu vas l'exprimer, Roméo, c'est cette histoire d'écologie au quotidien, et il va être très court. En gros, nous, c'est l'idée de dire qu'à la MJC, il y a beaucoup d'ateliers. Par exemple, il y a l'atelier bois, l'atelier fer, l'atelier couture, tricot, voilà, jardin, ce genre de choses. Et en fait, tous ces ateliers-là, ils sont gérés donc, par les bénévoles et par des bénévoles qu'on appelle aussi un peu les bénévoles cadres. En fait, c'est des bénévoles qui sont là depuis très longtemps, qui sont souvent du métier, pas forcément, mais quand même souvent du métier, et qui sont vraiment porteurs en fait des projets ici. Et donc ça, c'est vraiment ce qui fait notre force, c'est que dans les ateliers, il n'y a pas de, il y a pas de prestataires. En fait, c'est vraiment les habitants, parce que c'est d'ailleurs principalement les habitants du quartier, donc qui vont faire ça. Et en fait, dans ces pratiques-là, moi, quand j'ai commencé à interroger un peu, à observer, voilà, à faire des entretiens, bon, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de pratiques en fait écologiques, mais qui n'étaient pas forcément pensées comme ça ou dites comme ça. Exemple tout bête, la couture, par exemple. L'écrasante majorité, 95%, voire bon, 95% des matières premières, en fait, c'est du recyclage, du réemploi, des chutes de tissus qui sont déjà chez les personnes, chez les bénévoles, chez les habitants, chez les participants, ou qui sont des dons à la MJC. Et en fait, quand je leur demande, mais pourquoi vous achetez pas, pourquoi enfin, vous n'avez pas ça et tout, et en fait, c'est une question de bon sens. Il y a vraiment cette question, ils disent, bah, c'est logique, c'est comme ça, on a appris comme ça, on peut faire comme ça. Et en fait, du coup, c'est hyper écologique, si je peux dire, comme pratique, mais c'est pas forcément conscientisé. Et donc, l'idée aussi pour tout ça, c'est de valoriser, en fait, ces pratiques qui sont déjà ancrées, en fait, localement dans le territoire et de faire conscientiser aux personnes, aux habitants, aux participants, qu'ils ont bien des pratiques écologiques et qui sont donc des acteurs en fait de la transition écologique. Et le challenge, pour finir aussi, c'est donc d'aller vers les plutôt ados. Oui, C'est à travers en fait un programme d'éducation à l'image aux médias, on les met dans la peau de journalistes et qu'on travaille avec eux l'approche de leur ressenti à eux, par contre. C'est ça qui est important à interroger. Voilà. C'est hyper intéressant et on en parle beaucoup, en effet. Enfin, les sujets que tu touches, Roméo, c'est des sujets qui nous intéressent beaucoup au mouvement Tilt aussi. Et se mettre dans la peau d'eux, c'est la première des pratiques. Et je pense que c'était un beau mot de la fin parce que malheureusement, cette table ronde pourrait durer 2h30. Et il y a tellement de choses à raconter. Mais il est 11h02, donc on est obligé de libérer ce petit monde. Donc, on ne verra pas les freins, mais l'enquête du Tour de France et les fiches de chacune de ces associations seront disponibles normalement à la fin du mois, on l'espère, sinon pendant l'été. Donc, je vous réinvite, avant de nous quitter, à bien, pour avoir l'enquête disponible, aller sur notre site internet et vous pouvez scanner les QR codes suivants pour pouvoir justement nous suivre sur LinkedIn ou nous contacter. Et comme ça, vous pourrez en effet bien suivre toute cette sortie. Et si vous voulez nous envoyer un email pour poser des questions, on pourra aussi les transférer aux animateurs présents aujourd'hui. Olivier, tu voulais dire un petit mot ? Oui, juste, Alizé, si tu peux partager les coordonnées des intervenants, ça nous permettra déjà de faire ensemble, potentiellement des participants. Et je vous parlais du permanent entreprise, de l'open source. Il y a une masterclass, tu pourras peut-être partager le lien aussi, qui a lieu le 30 juin à Paris, à la Climate House, mais c'est en présentiel ou en distanciel. Donc, allez-y,
ça ne coûte rien, mais ça peut rapporter certainement plein de belles choses. Et juste pour terminer, on a parlé de régénérative, de robustesse. En chinois, le mot crise se traduit par opportunité. Les crises, je crois qu'on va s'en prendre encore plein dans la tronche. Attendons pas qu'elles arrivent. Les collègues de MJC disaient agilité. Ben, je pense que le monde associatif est bien plus agile que ce qu'on peut escompter. Donc, continuons à être agiles et à faire collectif et à partager toutes les belles choses. Et merci, Mouvement Tilde, et ravi d'avoir rencontré Manon sur ce beau Tour de France. Et merci à elle pour qu'elle poursuive tout ça. Et oui, merci, merci tout le monde. Désolée de couper court sans question, mais on est disponible par email. Merci, bonne journée. À Au revoir, bientôt. merci. Au revoir. Au revoir.